La pluie battait contre les vitres du campus universitaire, créant une mélodie monotone qui se mêlait au bourdonnement des néons défaillants. Il était 22 heures passées, et les couloirs de la faculté étaient presque déserts. Seules quelques silhouettes pressées traversaient encore les espaces mal éclairés, cherchant à regagner leur dortoir ou à quitter les lieux avant que la nuit ne s'installe complètement. Dans ce décor presque fantomatique, un homme de 35 ans effectuait sa ronde habituelle. Grand, musclé, avec des épaules larges qui remplissaient parfaitement son uniforme sombre de concierge, il marchait d'un pas mesuré. Ses cheveux châtains foncés, impeccablement coiffés malgré l'heure tardive, brillaient sous la lumière blafarde. Une barbe de 3 jours accentuait les traits de son visage carré, et ses yeux bleu acier scrutaient chaque recoin avec une attention particulière. Ce n'était pas simplement un travail pour lui, c'était une responsabilité qu'il prenait à cœur. Le bruit de ses pas résonnait dans le couloir vide du bâtiment des sciences humaines. Il vérifiait méthodiquement chaque porte, s'assurant qu'elles étaient bien verrouillées. Son trousseau de clés tintait doucement à sa ceinture, seul son qui brisait le silence oppressant. L'atmosphère était lourde, chargée de cette humidité qui précède souvent les orages d'automne. C'est alors qu'il la remarqua. Une jeune femme, 20 ans tout au plus, marchait rapidement dans le couloir perpendiculaire. Ses cheveux châtain clair, habituellement attachés en un chignon soigné, s'échappaient en mèches désordonnées autour de son visage pâle. Elle portait un jean usé et un pull trop grand pour elle, sa mochila fatiguée rebondissant contre son dos à chaque pas précipité. Mais ce qui attira immédiatement l'attention du concierge, ce fut son comportement. Elle jetait constamment des regards par-dessus son épaule, ses yeux bruns écarquillés par ce qui ressemblait à de la peur. Le concierge ralentit instinctivement, ses sens en alerte. Travailler de nuit dans une université lui avait appris à reconnaître les signes subtils du danger. Et là, quelque chose n'allait pas. La jeune femme ne courait pas simplement pour échapper à la pluie, elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Son instinct ne le trompait pas. À une vingtaine de mètres derrière elle, une silhouette encapuchonnée suivait le même chemin. L'homme, car c'était clairement un homme à en juger par sa démarche et sa carrure, marchait avec une détermination inquiétante. Il ne courait pas, mais maintenait une distance calculée, comme un prédateur traquant sa proie. La capuche de son sweatshirt noir dissimulait son visage dans l'ombre, mais son intention était claire. Le concierge sentit ses muscles se tendre. Il avait vu beaucoup de choses durant ses 5 années de service nocturne, mais cette scène déclenchait en lui un signal d'alarme qu'il ne pouvait ignorer. La jeune femme tourna brusquement dans un autre couloir, celui qui menait à la sortie et du bâtiment. L'homme encapuchonné accéléra légèrement le pas pour ne pas la perdre de vue. Sans hésitation, le concierge modifia sa trajectoire. Il connaissait ce bâtiment comme sa poche et savait qu'il pouvait intercepter le chemin de la jeune femme en passant par le couloir de service. Ses pas, habituellement mesurés, devinrent plus rapides, plus déterminés. Il ne savait pas exactement ce qui se passait, mais son instinct protecteur avait pris le dessus. La jeune femme émergea dans le hall principal, essoufflée. Ses yeux cherchaient désespérément une issue, un endroit sûr. C'est alors qu'elle le vit. Le concierge qui sortait du couloir de service, se positionnant naturellement entre elle et son poursuivant. Leurs regards se croisèrent brièvement. Dans les yeux bleus de l'homme en uniforme, elle ne vit ni jugement ni indifférence, seulement une détermination calme et rassurante. L'homme encapuchonné déboucha à son tour dans le hall et s'arrêta net en voyant le concierge. La tension dans l'air devint palpable. Les néons grésillaient au-dessus d'eux, créant des ombres dansantes sur les murs. Le concierge se redressa de toute sa hauteur, ses épaules carrées formant une barrière protectrice impressionnante. « Bonsoir », dit-il d'une voix grave et posée, s'adressant à l'homme encapuchonné. « Puis-je vous aider ?» L'intrus hésita, visiblement déstabilisé par cette intervention inattendue. Il marmonna quelque chose d'inaudible, recula d'un pas, puis d'un autre. Le concierge ne bougea pas, maintenant son regard fixé sur lui avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur sa détermination.
Le campus ferme dans 15 minutes, continua le concierge, sa voix restant parfaitement calme, mais portant une autorité naturelle. Je vous suggère de vous diriger vers la sortie. L'homme encapuchonné resta immobile pendant quelques secondes, qui parurent une éternité. Puis, sans un mot, il fit demi-tour et s'éloigna rapidement, disparaissant dans l'obscurité du couloir d'où il était venu. Le concierge attendit jusqu'à ce que le bruit de ses pas se soit complètement évanoui avant de se tourner vers la jeune femme. Elle était adossée au mur, tremblant légèrement. Le choc était visible sur son visage, ses yeux brillants de larmes contenues. Elle serrait sa mochila contre elle comme un bouclier, ses jointures blanchies par la force de sa prise. « Ça va ?» demanda doucement le concierge, gardant une distance respectueuse pour ne pas l'effrayer davantage. Elle hocha la tête, incapable de parler immédiatement. Sa respiration était saccadée, et elle luttait visiblement pour reprendre le contrôle de ses émotions. Le concierge attendit patiemment, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour se remettre. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au moment même où il s'était interposé, un petit dispositif caché dans le pendentif qu'elle portait autour du cou avait capturé toute la scène. Une microcaméra, si discrète qu'elle était pratiquement invisible, avait enregistré chaque instant de cette intervention providentielle. La jeune femme avait commencé à porter cet équipement après des semaines de harcèlement que personne ne voulait croire. Ce soir-là, elle avait enfin obtenu la preuve qu'elle cherchait, mais aussi bien plus que cela. « Merci », murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. » Le concierge secoua légèrement la tête. « C'est mon travail de m'assurer que tout le monde est en sécurité ici, » répondit-il simplement. Puis, voyant qu'elle tremblait toujours, il ajouta « Voulez-vous que j'appelle la sécurité du campus, ou peut-être quelqu'un pour vous raccompagner ?» Elle hésita, puis refusa d'un geste. « Non, ça va aller, mon dortoir n'est pas loin. » Elle se redressa, essayant de retrouver une contenance. « C'est juste, ce n'est pas la première fois qu'il me suit. » Le visage du concierge s'assombrit légèrement. « Vous le connaissez ? » ?»« Pas vraiment. Il est dans l'un de mes cours, je crois. Il a commencé à apparaître partout où j'allais il y a quelques semaines. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai essayé d'en parler, mais... » Elle n'acheva pas sa phrase, mais le concierge comprit. Il avait vu trop souvent comment ces situations étaient minimisées, ignorées, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Son expression se durcit imperceptiblement. « Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à votre dortoir, » proposa-t-il, « et je ferai un rapport détaillé de ce qui s'est passé ce soir. Au moins il y aura une trace officielle. » La jeune femme le regarda avec surprise. C'était la première fois que quelqu'un prenait sa situation au sérieux, sans questionner, sans minimiser. Dans la lumière blafarde du hall, elle étudia le visage de cet homme qui venait de la sauver. Il y avait quelque chose de profondément rassurant dans sa présence. Pas seulement sa stature imposante, mais la sincérité évidente de son désir d'aider. Ils marchèrent ensemble sous la pluie battante jusqu'au dortoir. Le concierge maintenait une distance respectueuse, mais sa présence était indéniablement protectrice. Il ne parlait pas beaucoup, mais ces quelques mots étaient choisis avec soin, destinés à la rassurer sans être intrusifs. Arrivée devant l'entrée du dortoir, elle se tourna vers lui. La pluie avait plaqué ses cheveux contre son visage, mais ses yeux brillaient d'une gratitude profonde. « Je ne connais même pas votre nom, » réalisa-t-elle soudain. « Mathieu, » répondit-il simplement. « Mathieu Durand. »« Léa, » dit-elle en retour. « Léa Moreau, étudiante en journalisme. » Il hocha la tête, un léger sourire adoucissant ses traits. « Rentrez vous mettre au chaud, Léa, et n'hésitez pas à me trouver si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis là toutes les nuits, du lundi au vendredi. » Elle acquiesça, poussant la porte du dortoir. Avant de disparaître à l'intérieur, elle se retourna une dernière fois. « Mathieu ?» Il la regarda, attendant. « Merci, vraiment. » Il fit un simple geste de la main, comme pour dire que ce n'était rien. Mais pour elle, c'était tout. Alors qu'elle montait les escaliers vers sa chambre, sa main se porta instinctivement à son pendentif. La caméra avait tout enregistré.
Non seulement la preuve du harcèlement qu'elle subissait, mais aussi l'humanité extraordinaire de cet homme qui avait choisi d'agir alors qu'il aurait pu simplement détourner le regard. De retour dans le bâtiment principal, Mathieu reprit sa ronde. La pluie tambourinait toujours contre les vitres, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Il ne savait pas que ce simple acte de protection allait déclencher une chaîne d'événements qui transformerait non seulement la vie de Léa, mais aussi la sienne et celle de nombreux autres étudiants du campus. Il s'arrêta devant une fenêtre, observant la pluie qui nettoyait le campus désert. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un homme fatigué, mais déterminé. « Vous êtes en sécurité maintenant », murmura-t-il pour lui-même, répétant les mots qu'il avait dits à Léa. C'était plus qu'une simple phrase de réconfort. C'était une promesse silencieuse qu'il comptait tenir, même s'il ne mesurait pas encore l'ampleur de ce que cette nuit allait déclencher. Le lendemain matin, le campus universitaire s'éveillait sous un soleil timide qui perçait à travers les nuages gris. Les allées se remplissaient progressivement d'étudiants pressés, leurs conversations créant un bourdonnement familier qui contrastait avec le silence oppressant de la nuit précédente. Mais dans les couloirs de la résidence étudiante, une rumeur commençait à circuler. On parlait à voix basse d'une mystérieuse intervention nocturne d'un homme qui avait protégé une étudiante d'un harceleur. Les détails restaient flous, transformés et amplifiés à chaque retransmission, mais l'essence de l'histoire demeurait. Quelqu'un avait enfin agi. Dans sa chambre du 3e étage, Léa était assise à son bureau, les rideaux tirés pour bloquer la lumière du jour. Son ordinateur portable était ouvert devant elle, et sur l'écran, la vidéo de la nuit précédente jouait en boucle. La qualité était étonnamment bonne pour une micro-caméra dissimulée. On voyait clairement l'homme encapuchonné la suivre, puis l'apparition providentielle de Mathieu, sa stature imposante, formant un rempart entre elle et son harceleur. Mais ce qui frappait le plus Léa, c'était l'expression sur le visage du concierge, une détermination calme, mêlée à une authentique préoccupation. Elle mit la vidéo en pause au moment où Mathieu s'adressait à l'homme encapuchonné. Son visage était parfaitement visible, ses traits nets sous l'éclairage fluorescent du hall. Elle zooma légèrement, étudiant chaque détail. Il n'y avait aucune agressivité dans son attitude, seulement une autorité naturelle qui avait suffi à faire fuir son poursuivant. C'était exactement le type d'intervention qu'elle avait espéré capturer, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'elle viendrait d'un simple concierge de nuit. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle sauvegardait une copie de la vidéo sur une clé USB. Cette preuve représentait des semaines d'angoisse, de nuits blanches, de regards fuyants dans les couloirs. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs remonter à la surface. Tout avait commencé 6 semaines plus tôt. Un regard trop insistant dans l'amphithéâtre de sociologie, puis des coïncidences de plus en plus fréquentes. Il apparaissait à la bibliothèque quand elle y étudiait, à la cafétéria pendant ses repas, sur son chemin entre les cours. Au début, elle s'était dit qu'elle imaginait des choses, qu'elle était paranoïaque. Mais quand il avait commencé à la suivre jusqu'à son dortoir, à laisser des messages anonymes sous sa porte, elle avait compris que la situation était sérieuse. Elle avait d'abord tenté d'en parler à son professeur référent. L'homme, proche de la retraite, avait écouté poliment avant de lui suggérer qu'elle interprétait peut-être mal des gestes amicaux. La sécurité du campus n'avait pas été plus utile. Sans preuve concrète, il ne pouvait rien faire, lui avait-il expliqué. C'est alors qu'elle avait investi dans la microcaméra, déterminée à obtenir les preuves que tout le monde semblait exiger. Un coup frappé à sa porte la tira de ses pensées. « C'est Sophie !» annonça la voix familière de sa meilleure amie. Léa se leva précipitamment pour ouvrir, cachant instinctivement l'écran de son ordinateur. Sophie entra comme une tornade, ses boucles rousses rebondissant autour de son visage animé. « Léa, tu as entendu ce qui se raconte ? Apparemment, quelqu'un a confronté un type louche dans le bâtiment des sciences humaines hier soir. On dit que c'était un membre du personnel qui a protégé une étudiante. » Léa sentit son cœur s'accélérer.
Elle n'avait parlé à personne de l'incident, mais apparemment quelqu'un avait dû les voir. « Ah oui ?» répondit-elle, s'efforçant de garder un ton neutre. « Tu sais qui c'était ?»« Personne ne sait. C'est ça le mystère. Certains disent que c'était un prof, d'autres pensent que c'était un agent de sécurité. Mais Julie, tu sais, celle qui travaille à l'accueil le soir ? Elle jure avoir vu un homme escorter une fille jusqu'au dortoir sous la pluie. Grand, baraqué, en uniforme sombre. On l'appelle déjà l'homme du couloir. » Léa ne put s'empêcher de sourire légèrement à ce surnom dramatique. Si seulement Sophie savait qu'elle avait non seulement été témoin de toute l'histoire, mais qu'elle en était l'actrice principale. Et surtout, qu'elle possédait un enregistrement vidéo de tout l'incident. Après le départ de Sophie, Léa retourna à son ordinateur. Elle ouvrit un nouveau projet dans son logiciel de montage vidéo. En tant qu'étudiante en journalisme, elle savait comment raconter une histoire de manière percutante. Mais cette fois, c'était personnel. Cette fois, elle ne racontait pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'était la sienne. Elle commença à éditer la vidéo, ajoutant des sous-titres pour clarifier le contexte. Elle inséra des captures d'écran des messages anonymes qu'elle avait reçus, des photos qu'elle avait prises discrètement de son harceleur la suivant. Petit à petit, elle construisait un dossier irréfutable, une chronologie claire du harcèlement qu'elle subissait et de l'indifférence institutionnelle qu'elle avait rencontrée. L'après-midi touchait à sa fin quand elle décida de sortir de sa chambre. Elle avait besoin d'air, mais surtout, elle voulait revoir Mathieu. Non pas pour lui révéler l'existence de la vidéo, pas encore, mais pour le remercier à nouveau, pour s'assurer que la gentillesse qu'elle avait vue la nuit précédente était bien réelle. Elle se dirigea vers le bâtiment administratif, où se trouvaient les bureaux du personnel de maintenance. La réceptionniste, une femme d'âge moyen aux lunettes épaisses, la regarda avec curiosité. « Je peux vous aider, mademoiselle ? » « Je cherche monsieur Durand, Mathieu Durand. Il travaille de nuit comme concierge. » La femme fronça les sourcils, consultant son registre. « Ah oui, Mathieu, il ne commence son service qu'à 18h. Mais... » Elle hésita, puis se pencha légèrement vers Léa avec un air conspirateur. « C'est vous, n'est-ce pas, la jeune fille d'hier soir ?» Léa rougit légèrement. Apparemment, l'histoire s'était répandue même parmi le personnel. Elle hocha la tête. « Il a fait un rapport ce matin avant de partir. » continua la réceptionniste, son expression s'adoucissant. « Très détaillé. Il a insisté pour que ce soit transmis à la direction. C'est rare de voir quelqu'un prendre ces choses aussi au sérieux. » Ces mots touchèrent Léa plus qu'elle ne l'aurait cru. Mathieu avait tenu sa promesse. Il avait fait plus que la protéger physiquement. Il s'assurait que sa voix soit entendue. Il prend généralement son café à la salle de repos du personnel vers 18h30 avant de commencer sa ronde, ajouta la réceptionniste avec un clin d'œil complice. « 2e étage, dernière porte à gauche. » Léa la remercia et repartit, le cœur étrangement léger. Elle passa les heures suivantes à la bibliothèque, tentant de se concentrer sur ses cours, mais revenant constamment à la vidéo sur son ordinateur. Elle avait ajouté de la musique de fond, des transitions, transformant ce qui était au départ une simple preuve en un témoignage puissant sur le harcèlement et l'indifférence institutionnelle. À 18h30 précise, elle frappa doucement à la porte de la salle de repos du personnel. « Entrez !» La voix grave de Mathieu était immédiatement reconnaissable. Il était assis à une petite table, une tasse de café fumante devant lui, parcourant ce qui semblait être le journal du soir. En la voyant, il se redressa immédiatement, une expression de surprise traversant brièvement son visage avant d'être remplacée par un sourire bienveillant. « Léa, comment allez-vous » Elle entra timidement, refermant la porte derrière elle. « Je vais bien, grâce à vous. » Elle s'assit sur la chaise qu'il lui désignait d'un geste. « Je voulais vous remercier encore, et j'ai appris que vous aviez fait un rapport. » Il haussa les épaules avec modestie. C'était la moindre des choses. Ce genre de comportement ne devrait pas être toléré. Un silence s'installa, pas inconfortable mais chargé de non-dits.
Léa observait cet homme qui avait bouleversé sa vie en une simple intervention. De près, elle pouvait voir la fatigue dans ses yeux bleus, les petites rides au coin qui témoignaient de sourires fréquents, la façon dont ses grandes mains entouraient délicatement la tasse de café. « Vous savez, » commença-t-elle doucement, « vous avez été le seul à voir ce que les autres ignoraient, ou choisissaient d'ignorer. » Mathieu la regarda attentivement, ses sourcils se fronçant légèrement. « Ça durait depuis longtemps ?»« 6 semaines. J'ai essayé d'en parler, mais... » Elle laissa sa phrase en suspens, le poids de ces semaines d'angoisse soudain palpable dans la petite pièce. « Je suis désolé que vous ayez dû traverser ça seul, » dit-il simplement, mais la sincérité dans sa voix fit monter les larmes aux yeux de Léa. Personne ne devrait avoir peur de marcher sur son propre campus. « Pourquoi avez-vous agi ?» La question sortit avant qu'elle ne puisse la retenir. La plupart des gens auraient détourné le regard, continué leur chemin. Mathieu resta silencieux un moment, contemplant sa tasse de café. Quand il releva les yeux, il y avait une intensité dans son regard qui la surprit. « Je ne supporte pas l'injustice, » dit-il finalement, « et j'ai vu trop de situations où personne n'intervient, où on attend que quelque chose de grave arrive avant d'agir. Je ne voulais pas être ce genre de personne. » Ces mots résonnaient avec une vérité profonde. Léa sentit quelque chose se débloquer en elle, une tension qu'elle portait depuis des semaines. Pour la première fois, elle se sentait vraiment entendue, vraiment vue. « J'ai une sœur, » continua Mathieu, sa voix prenant une tonalité plus personnelle. « Elle a votre âge. Quand je vous ai vu hier soir, avec cette peur dans les yeux, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle, de penser à ce que j'aimerais que quelqu'un fasse si elle était dans cette situation. » Léa sentit son cœur se serrer. Cette simple humanité, cette empathie naturelle, c'était exactement ce qui avait manqué dans toutes ses tentatives précédentes pour obtenir de l'aide. « Est-ce que la direction a répondu à votre rapport ?» demanda-t-elle. « Pas encore, mais je compte faire un suivi, et j'ai demandé à mes collègues de jour d'être vigilants. » Il se pencha légèrement vers elle, son expression sérieuse. « Léa, si jamais vous le revoyez, si jamais vous vous sentez en danger, n'hésitez pas. Venez me trouver, appelez la sécurité, faites du bruit. Votre sécurité est plus importante que la discrétion. » Elle hocha la tête, touchée par sa préoccupation évidente. Ils continuèrent à parler pendant quelques minutes. Mathieu, lui donnant des conseils pratiques sur les chemins les plus sûrs du campus la nuit, les numéros à appeler en cas d'urgence. C'était le genre de conversation qu'elle aurait dû avoir avec les services officiels de l'université, mais qui lui était finalement offerte par un concierge de nuit. Quand elle se leva pour partir, Mathieu l'accompagna jusqu'à la porte. « Prenez soin de vous, Léa. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seule. » De retour dans sa chambre, Léa s'assit devant son ordinateur avec une détermination renouvelée. La vidéo était presque prête. Elle avait ajouté un texte d'introduction expliquant le contexte, les dates, les tentatives infructueuses pour obtenir de l'aide. Le montage se terminait sur l'image de Mathieu, escortant son harceleur hors du bâtiment, avec ces mots en surimpression. « Il a suffi d'une personne qui a choisi d'agir. » Elle créa un compte anonyme sur une plateforme de partage vidéo. Ses doigts hésitèrent au-dessus du bouton « Publier ». Une fois cette vidéo en ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais en repensant aux paroles de Mathieu, à tous les autres étudiants qui pourraient vivre la même chose en silence, elle sut qu'elle devait le faire. À 23 heures, alors que Mathieu effectuait sa ronde habituelle dans les couloirs désormais familiers, il ne savait pas qu'à quelques bâtiments de là, une vidéo venait d'être mise en ligne qui allait changer le cours de nombreuses vies. Le titre était simple mais percutant, quand l'indifférence institutionnelle rencontre l'humanité d'un seul homme. Les premières vues arrivèrent lentement. Quelques étudiants insomniaques parcourant Internet sans but précis. Mais rapidement, les partages commencèrent. Les commentaires s'accumulaient. L'histoire touchait une corde sensible, résonnait avec les expériences de tant d'autres qui s'étaient sentis ignorés, minimisés,
abandonnés par les systèmes censés les protéger. Dans sa chambre, Léa regardait les chiffres grimper avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle avait franchi le pas. La vérité était maintenant là, accessible à tous. Et au centre de cette vérité se trouvait l'image d'un homme ordinaire qui avait fait un choix extraordinaire, celui d'agir quand tous les autres avaient choisi de détourner le regard. L'aube se lève sur un campus transformé. La vidéo, publiée à minuit sur un forum anonyme, a déjà franchi les frontières invisibles du web étudiant. Les premiers à la voir sont les insomniaques, ceux qui traînent dans les groupes de discussion jusqu'à l'épuisement. Ils partagent le lien sans mots, juste 3 points de suspension, comme on transmet un secret trop lourd. À 6 heures du matin, les notifications explosent. Les téléphones vibrent sur les tables de chevet, réveillent les dormeurs. Le titre simple, témoignage 17 octobre, ne prépare personne à ce qui suit. L'image tremble, la qualité est médiocre, mais la scène est d'une clarté bouleversante. On voit la peur dans les épaules voûtées de la fille, on voit l'ombre qui la suit comme une maladie, on voit surtout cet homme en uniforme surgir, sans hésitation, sans calcul. Le visage est flouté, mais les yeux, ses yeux bleus comme l'acier trempé, percent l'écran. Les commentaires affluent. Qui est cet homme? C'est ça la vraie justice. Pourquoi faut-il que ce soit un concierge qui fasse le travail de la sécurité? Les questions s'accumulent, les partages se multiplient. En 2 heures, la vidéo atteint 10 000 vues. À midi, 50 000. Dans son bureau du 3e étage, le directeur de l'université, M. Beaumont, regarde l'écran de son ordinateur portable, le visage décomposé. Sa secrétaire, Mme Chen, se tient debout derrière lui, les bras croisés. Elle a déjà reçu 37 appels de parents inquiets, 12 demandes d'interviews de journalistes locaux et un mail du ministère demandant des éclaircissements urgents. Beaumont ferme les yeux, masse ses tempes. Il sait que cette vidéo n'est pas qu'un incident isolé. C'est le symbole d'un échec systémique, d'années de plaintes ignorées, de rapports classés sans suite. Il décroche son téléphone, compose un numéro. Convocation d'urgence du conseil. Dans 1 heure. Pendant ce temps, Ethan continue sa journée comme si rien n'avait changé. Il nettoie les vitres du hall principal, répare une serrure cassée, remplace les ampoules grillées. Les étudiants passent. Certains le regardent avec insistance, d'autres chuchotent. Il ne bronche pas. Il a toujours su que la vérité finit par émerger comme l'eau trouve toujours son chemin. Il n'a pas regardé la vidéo. Il n'en a pas besoin. Il était là. Vers 14 heures, alors qu'il transporte des cartons vers la réserve, 3 étudiantes l'arrêtent dans le couloir. Elles sont jeunes, 19, 20 ans peut-être. L'une d'elles, rousse aux taches de rousseur, brandit son téléphone. « C'est vous, n'est-ce pas? L'homme de la vidéo ?» Il pose les cartons, s'essuie le front avec sa manche. Il ne nie pas, ne confirme pas. Il les regarde simplement, attendant qu'elles comprennent d'elles-mêmes. « Merci !» murmure la deuxième, une brune aux lunettes rondes. « Merci d'avoir été là. » La troisième, blonde aux cheveux courts, ajoute « Vous ne savez pas ce que ça représente pour nous. De voir que quelqu'un agit enfin. » Il hoche la tête, ramasse ses cartons. Il n'a pas de mots pour ça. Il n'a jamais eu de mots pour l'évidence. Il continue son chemin, laissant derrière lui 3 filles émues qui se regardent, comprenant qu'elles viennent de croiser quelque chose de rare. Un homme qui fait sans attendre de reconnaissance. À 16 heures, la pression est devenue insoutenable. Les médias locaux ont repris l'histoire. Le hashtag « Homme du couloir » est en tendance sur les réseaux sociaux. Des témoignages affluent. Des dizaines de filles racontent leurs propres histoires d'intimidation, de harcèlement, d'indifférence institutionnelle. La vidéo devient un catalyseur, une pierre jetée dans l'eau stagnante qui crée des ondes infinies. C'est alors que Lila prend sa décision. Elle est assise dans l'amphithéâtre vide, celui où elle suit habituellement ses cours de journalisme. La lumière de fin d'après-midi filtre par les grandes fenêtres, dessine des rectangles dorés sur les sièges usés. Elle tient son téléphone à 2 mains, comme on tient une arme. Elle lance l'enregistrement vidéo, se place face à la caméra. Son visage est nu, sans maquillage, ses cheveux attachés en queue de cheval haute. Elle inspire profondément.
Je m'appelle Lila Moreau. J'ai 20 ans. Je suis étudiante en 2e année de journalisme dans cette université. Et c'est moi qui ai filmé et publié la vidéo du 17 octobre. Elle marque une pause, déglutie, sa voix tremble légèrement, mais ses yeux restent fixés sur l'objectif. Je n'étais pas faible. Je préparais la vérité. Pendant des mois, j'ai été suivi, harcelé, intimidé. J'ai porté plainte. On m'a dit que j'exagérais, que je dramatisais, que c'était dans ma tête. Alors j'ai décidé de filmer. Pas par vengeance, par nécessité, pour que plus personne ne puisse dire « on ne savait pas ». Elle raconte tout, les mains qui effleurent par accident, les messages anonymes, les professeurs qui détournent le regard. Elle raconte sa peur, sa colère, sa décision d'acheter une caméra miniature. Elle raconte la nuit du 17 octobre, l'ombre qui la suivait, et cet homme, un simple concierge, qui a fait ce que personne d'autre n'avait osé faire. Il ne savait pas que je filmais. Il a agi par pure humanité. Sans calcul, sans attente. Il a été celui qui était là. Point. Elle termine en regardant droit dans la caméra, les yeux brillants mais secs. Cette vidéo n'est pas une fin, c'est un début. Nous créons aujourd'hui un collectif de témoignages et d'actions. Plus jamais nous ne serons seuls. Plus jamais nous ne serons ignorés. Elle coupe l'enregistrement, l'envoie immédiatement sur toutes les plateformes. En 15 minutes, la vidéo est partout. Les médias nationaux s'en emparent. Le téléphone de Lila explose de notifications. Elle l'éteint, le glisse dans son sac. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Le lendemain, l'université organise une assemblée générale extraordinaire. L'amphithéâtre principal est bondé. Étudiants, professeurs, personnel administratif, tous sont là. Sur l'estrade, le directeur Beaumont, livide, annonce une série de mesures, création d'une cellule d'écoute indépendante, installation de caméras de sécurité, formation obligatoire du personnel sur le harcèlement. Les applaudissements sont polis, sceptiques. Tout le monde sait que ces mesures auraient dû être prises depuis longtemps. C'est alors que Lila monte sur scène. Elle n'était pas prévue au programme. Beaumont veut l'arrêter, mais le regard de l'Assemblée le paralyse. Elle prend le micro, le teste. Le larcène strident fait grimacer l'audience. Elle attend que le silence revienne. Je voudrais qu'on appelle sur scène l'homme qui a montré ce que devrait être cette université. Ethan, s'il vous plaît. Un murmure parcourt la foule. Les têtes se tournent. Au fond de la salle, près de la sortie de secours, Ethan est debout, en uniforme impeccable. Il secoue la tête, fait un geste de refus. Mais les applaudissements commencent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Les étudiants se lèvent un par un. Standing ovation spontané. Il n'a pas le choix. Il avance, traverse l'allée centrale, monte les marches. Chaque pas résonne comme un battement de cœur. Sur scène, il se tient droit, mal à l'aise, sous les projecteurs. Lila lui tend le micro. Il le regarde comme un objet étranger. Il le prend finalement, le tient à distance. « Je suis juste celui qui était là », dit-il simplement. Sa voix est amplifiée, mais reste douce. Il regarde l'assemblée, tous ses visages tournés vers lui. « Je ne suis pas un héros. Je suis un concierge. Mon travail, c'est de maintenir cet endroit propre et sûr. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que n'importe qui devrait faire. » Il tend le micro à Lila, recule d'un pas. Elle veut ajouter quelque chose, mais il secoue la tête. Le message est clair. Il a dit ce qu'il avait à dire. Les applaudissements reprennent, assourdissants. Il descend de scène, traverse de nouveau la salle. Cette fois, des mains se tendent vers lui, des merci fusent, des regards reconnaissants le suivent. Il ne s'arrête pas. Il sort. Les semaines suivent leur cours. Le collectif créé par Lila prend de l'ampleur. Un site web est lancé, une ligne d'écoute anonyme mise en place. Les témoignages affluent, pas seulement de cette université, mais de tout le pays. La vidéo originale dépasse le 1 million de vues. Des experts analysent, des politiques promettent, des associations se mobilisent. Le changement est lent, douloureux, mais il est en marche. Ethan continue son travail. Chaque matin, il enfile son uniforme, vérifie son trousseau de clés, commence sa ronde. Mais quelque chose a changé. Les étudiants le saluent par son prénom.
Les professeurs lui serrent la main. La femme de ménage du 2e étage lui apporte parfois un café pour le héros du couloir. Il accepte le café, refuse le titre. Il n'est pas un héros. Il est Ethan, concierge, celui qui était là. Un soir de décembre, alors que la première neige tombe sur le campus, il trouve Lila assise sur les marches du bâtiment principal. Elle porte un manteau trop grand, une écharpe rouge vif. Elle lève les yeux vers lui. « Je voulais vous dire, le harceleur a été identifié. Il a été renvoyé. D'autres témoignages sont sortis grâce à la vidéo. » Il s'assoit à côté d'elle. La neige tombe en silence, recouvre leurs épaules d'une fine pellicule blanche. « Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-il. » Elle sourit, un sourire triste mais apaisé. « Nous l'avons fait. Ensemble. Sans le savoir. » Ils restent assis en silence, regardant la neige transformer le campus en page blanche. Quelque part, une cloche sonne. C'est l'heure de fermer les bâtiments. Ethan se lève, tend la main à Lila pour l'aider. Elle la prend, se lève à son tour. « Bonne soirée, Ethan. Bonne soirée, Lila. » Ils partent chacun de leur côté. Lui vers sa ronde nocturne, elle vers sa chambre, où l'attendent de nouveaux témoignages à monter, de nouvelles vérités à révéler. La neige continue de tomber, effaçant les traces de pas, mais pas les actes. Jamais les actes. L'histoire d'Ethan et Lila devient une légende du campus, racontée aux nouveaux étudiants chaque année. L'homme qui a vu, la fille qui a filmé, et comment ensemble, sans se concerter, ils ont changé le cours des choses. On dit que le courage n'a pas besoin de cape ni de titre. Parfois, il porte un uniforme de concierge. Parfois, il tient une caméra minuscule. Toujours, il est là quand on en a besoin.